et il devient groupe armé. Et demain après-demain, on vous dit que tel est devenu commandant de groupe armé. Il est devenu commandant de groupe armé par qui, pour qui et pourquoi faire? On ne se pose pas ces questions-là. Et face à cette situation, on s'interroge. Quelle peut être l'approche? Je vous dis, c'est depuis pratiquement 2003 que nous sommes dans le processus de réforme de l'armée. Processus de réforme de l'armée officielle. Je dis processus de réforme de l'armée officielle. Mais je peux vous dire qu'avant même les accords de Sun City, notre armée a signé des accords pour se déployer dans certains territoires. Et il a vécu là-bas. Mais dans ce territoire, malheureusement, c'est là où on observe une insécurité grandissante. Depuis 2002-2003, nous sommes dans l'approche militariste pour traquer prétendument les groupes armés. Et plus récemment, si je prends seulement 2014, depuis qu'on a commencé à parler, à tuer de manière atroce les populations, l'armée nous dit, et le gouvernement répète, qu'elle est à l'étude de la méthode asymétrique utilisée par les assaillants. Soit nous avons une armée, soit nous avons un gouvernement, ou soit nous avons malheureusement des scouts. Je m'excuse. Mais ce qui est marrant, c'est que et le militaire, et c'est là qu'on appelle le groupe armé, mais aussi, et ça je vais souligner, dans de tels contextes, il ne manque pas de personnes qui en profitent. Les commerçants, c'est les premiers à en profiter. Et il y a un principe simple. Il faut maximiser les recettes et minimiser les dépenses. Comment minimiser les dépenses? C'est évidemment en obtenant en vil prix les richesses minières, agricoles, pour les maximiser à plus. Et ces richesses-là sont amenées, escortées par nos mêmes militaires. Arrivés à la frontière, ils sont déversés dans des camions de leurs partenaires, soit du Rwanda, soit de l'Ouganda, en présence de l'armée ouganaise ou rwandaise. Donc, au même moment, nous pouvons décrier la faiblesse de l'OTAN. Au même moment, nous devons aussi être à mesure de dénoncer ou de décrier la passivité ou la complicité des autres acteurs non étatiques ou des individus comme nous, les intellectuels. J'ai dit, je vous remercie. On vient donc à la dernière intervention, juste avant de prendre vos réactions, vos suggestions, vos analyses, des compléments d'information si vous en avez, ou quelques recadrages, vous êtes des intellectuels. Nous prenons donc la dernière intervention de M. Freddy Moulumba, DGA de la RTNC et directeur général du magazine Renaissance africaine, qui lui va nous parler des contours géopolitiques, donc au-delà de nos frontières, des contours géopolitiques
et l'instabilité chronique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je laisse donc la parole à M. Freddy Moulouka. Je pense que M. Kambale a posé une question des origines de la guerre, des guerres qui sévissent au Congo. Ça fait plus de 23 ans. Moi, depuis que ces guerres ont commencé, je n'ai pas voulu voir les problèmes à l'interne. Je pense toujours que ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est l'externe, par rapport à la nature de notre État. Le Congo, depuis 1885, c'est une création de la mondialisation capitaliste prédateur occidentale. Ça, c'est un fait. Après ce fait, on peut comprendre ce qui nous arrive. À chaque moment qu'il y a des mutations géopolitiques, le Congo bouge. À chaque moment, il y a des capitalismes qui entrent en mutation, le Congo bouge. Voilà pourquoi moi, je me suis beaucoup apaisanti sur les contours géopolitiques de l'instabilité à l'est de la RDC. Mais pour mieux faire, vous savez, quand nous, Africains, nous parlons, on n'a pas tellement confiance en nous. On fait confiance aux experts étrangers qui se passent, spécialistes du Congo, mais aussi qui maîtrisent la géopolitique mondiale. Il y a, pour faire mon texte, j'ai essayé de faire appel à quelques auteurs américains et français pour comprendre nous sommes dans quel monde aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait l'Institut d'études de Paris, l'Institut politique d'études de Paris, Madame connaît très bien Bertrand Badi. Bertrand Badi, c'est un spécialiste en relations internationales, un des meilleurs parmi les francophones. Badi a publié un ouvrage en 2016 intitulé « Nous sommes plus seuls au monde ». Et dans cet ouvrage, Badi explique qu'il y a l'émergence de nouvelles puissances non occidentales qui ont bouleversé la configuration du monde tel qu'il était dominé par l'Occident depuis 1985. En 2018, Badi publie le deuxième ouvrage. Et dans cet ouvrage, Badi explique que le monde tel qu'il était mis en place depuis 5 siècles, ce monde, par l'Occident, ce monde s'effrite. Donc il faut repenser les nouvelles ordres mondiales. Mais en dehors de Badi, il y a un professeur américain, lui il est historien, qui a la chaire d'histoire à l'université de Wisconsin. Lui a publié en 2017 un ouvrage sous le titre « Dans l'ombre du siècle américain, émergence et déclin de la puissance mondiale », donc américaine. Selon cet historien, l'Amérique n'est plus capable de contrôler le monde entier, d'avoir des bases militaires partout. Elle sera obligée de se retirer du monde et il va laisser un vide. Et ce vide sera occupé par de nouvelles puissances émergentes, telles que la Chine et les autres, BRICS, mais aussi par des acteurs non étatiques. Quand on dit des acteurs non étatiques, ce sont des multinationales, des gens très puissants qui ne dépendent pas des États. Et cette situation a fait que l'espace laissé par l'Amérique, il parle de puissance, pardon, des acteurs non étatiques, il cite ceux qui se réunissent à Davos. Davos, c'est un lieu de capitalisme mondial où tous les patrons se retrouvent, intellectuels, tout comme journalistes, économistes, pour décider de l'avenir du monde. Mais là aussi, parler d'une organisation qu'on appelle Bilderberg, donc c'est une association des élites occidentales, donc américaines et européennes, qui se trouvent chaque année pour discuter comment le monde peut être géré. Conséquence, donc on est en train de voir, d'assister à une compétition, à un affrontement entre les puissances émergentes
et les puissances émergentes, les puissances déclinantes, je peux parler des puissances occidentales. Deuxième élément, au sein de ces puissances, il y a ce qu'on appelle les souverainistes. Et les souverainistes, actuellement, vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, vous avez la Russie, qui affrontent les mondialistes. Et ces mondialistes, globalistes, ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Ce sont ces acteurs non étatiques qu'on retrouve au Rwanda actuellement. Et ce sont ces acteurs étatiques qui étaient à la base de la guerre LAFDEL. Parce que généralement, les gens estiment que le Rwanda et l'Ouganda sont réveillés le matin, allons attaquer le Congo. Non. C'est parce que ces acteurs étatiques, non étatiques, qui avaient une influence sur Bill Clinton, qui ont décidé de mettre la main sur les richesses du Congo pour empêcher la Chine d'accéder aux matières premières. Ils ont utilisé le Rwanda et l'Ouganda comme supplétifs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la situation que nous vivons, c'est une des conséquences de ces mutations. Donc, tant qu'on ne comprend pas ça, on peut négocier, on peut faire des forums africains, on n'ira nulle part. Il y a un ouvrage sur Rwanda, les pillages comme ça d'Afrique. Cet auteur a eu des problèmes avec les globalistes. Et cet auteur a démontré que ce qui se passe à l'est du Congo, c'est parti des Kansas, des hommes d'affaires qui étaient proches de Bill Clinton, ont décidé de faire la guerre pour contrôler le Congo et mettre quelqu'un derrière au pouvoir. Voilà comment la guerre a commencé. Ce n'est pas par hasard. Les miniers ont pensé qu'il y a une mutation, la Chine, d'autres puissances vont émerger. Comment les contrecarrer? On passe par les Rwanda. Mais nous mettons quelqu'un au pouvoir à Kinshasa. La première guerre a commencé avec la FED. Ils arrivent, nous aident dans les maquis et récupérer comme un bon maquisard. Il a joué le lion jusqu'à prendre le pouvoir contre ses parents pour gagner au Rwanda. Mais on n'avait pas accepté ça. Nous arrivons à Kinshasa, ça ne marche pas avec le Rwandais. On demande aux Rwandais, Ougandais, de quitter le Congo. C'était des autres. Je pense que beaucoup de Congolais ici, les jeunes, ont oublié ça. La guerre des août, c'est parce que nous avons refusé la tutelle de Kagame et de Museveni. Quand on dit Kagame et Museveni, ce sont des gens qui travaillent pour l'équipe nationale, pour les acteurs non étatiques. Nous êtes assassinés. En ce moment, il y a une facilité pour résoudre la crise. Ça, c'est la deuxième guerre. La première a commencé avec l'histoire à partir du Rwanda. La première, la deuxième a commencé à partir de août. Et comment sortir de cette guerre? Les gens sont partis à Sun City. Parce qu'il y avait un problème. Quand on a attaqué le Congo par les troupes rwandaises et ougandaises, avec des RCD, nous avons fait appel aux Zimbabwéens, Angolais et Namibiens. Ils sont intervenus, donc le régime a été sauvé. Après sa mort, après son assassinat, il fallait résoudre la crise. Ils sont retrouvés à Sun City. Et là, on a trouvé un compromis. On a demandé à toutes les armées, ceux qui sont venus pour sauver contre la balkanisation, et celles qui sont venues pour balkaniser. En particulier, les Rwandais et l'Ouganda, ils travaillent pour que les pays soient balkanisés. Par contre, l'Angola et les Zimbabwe sont venus pour sauver l'unité du pays. Et quand on a demandé à tous ces militaires de quitter le Congo, ils ne sont pas partis. Ils ont laissé leurs suppléants ici, qui sont dans les institutions, qui sont dans l'armée. Rappelez-vous, à Sun City, qui avait pris le contrôle de la défense. Je pense que nous sommes arrivés à une situation telle qu'aujourd'hui, en tant qu'intellectuels, qu'on dise la vérité à notre peuple. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des morts, des millions de morts, qu'il y ait des pillages. Ces mêmes personnes qui viennent donner des leçons de démocratie, de la paix, de la bonne gouvernance, sont les mêmes qui sont à la base. Et à Kinshasa, tout le monde s'était.
Le moment est arrivé de prendre notre destin en main. Je dis en tant qu'intellectuel, pas en tant que politique. Les politiciens peuvent négocier, trouver des compromis politiques, ce qui est normal. Mais en tant qu'intellectuel, nous avons le devoir de dire la vérité à notre peuple. C'est la vérité qui libère. Donc, notre peuple souffre beaucoup en 2004. Pour ceux qui de Bukavu, ils savent l'aventure de Nkunda et Mutebouzi. Je ne sais pas si les gens se rappellent encore. Mutebouzi a fait des aventures et ils ont pris Bukavu pour la toute première fois. Notre peuple à Kinshasa est dans la rue. On est parti même mobiliser, donc menacer la MONUSCO. Voilà pourquoi Nkunda et Mutebouzi ont été anéantis, ont été maîtrisés. Mais sur base de cela, on a créé le CNDP. Et vous allez voir, à chaque fois qu'il y a des négociations avec les rebelles, on les attaque dans l'armée et dans les institutions. Rappelez-vous, le CNDP est devenu un parti politique et beaucoup de rebelles ont intégré l'armée avec des grades de généraux, beaucoup plus. Ce sont des réalités qu'il faut dire à notre peuple pour comprendre pourquoi notre armée est en difficulté. Sinon, on ne comprendra rien. On sera ici, on pleure, on se plaint, on accuse les autres, alors que nous savons où se trouvent les problèmes. Donc nous les disons pour que les militaires qui comprennent et les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas normal qu'il y ait 8 millions de Congolais qui sont tués, un génocide oublié. D'ailleurs, les Congolais même ont peur de parler de morts congolaises. Ça étonne un peu. Comment on peut arriver à ce niveau-là, que les gens meurent, et nous qui étions à l'école des Blancs, et nous qui avons l'information, on n'en parle pas. La peur de la mort, et la peur de perdre des privilèges. Qui peut accepter de marcher à pied quand il est habitué avec une belle voiture? Voilà à quel niveau on nous a réduits. Des sous-humains et non des humains. Il y a eu la 4e guerre d'usure. La 4e guerre de l'organisation, c'est la guerre de 2023, qui n'est que le prolongement de CNDP. La continuité en quelque sorte. Mais ici, il y a quelque chose qui s'est passé pour la toute première fois. Il y a eu des négociations entre M23. D'abord, ils ont pris Goma. La MONUSCO a fui. Nos troupes sont retirées sur Bukavu. Il a fallu l'intervention. Pour vous dire que cette guerre, ce n'est pas notre guerre. Il a fallu l'intervention de John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain, sous Obama. Et qui encore, et William Hague, les Britanniques. On a intimé l'ordre. On a intimé l'ordre à Kagame de récupérer ses troupes. Et dès qu'on a déclenché notre armée, on a défait M23. Donc les véritables patrons, ce n'est ni Kagame ni Museveni. Ils sont ailleurs. Donc c'est une dimension qu'il faut mettre dans notre tête. On peut s'entretuer ici. Tant que les patrons sont ailleurs, on ne les touche pas. Ça va continuer. Et je me rappelle, pendant cette période où M23 occupait Bukavu, l'actuel M. Mwamba Tshishimbi, François, était président. Il négociait d'ailleurs à Kampala. Mais comme on n'a pas une presse qui est éveillée, Mwamba a fait une déclaration, et je pense que c'est Radio Okapi. Nous, on a repris ça dans le potentiel. Madame Mary Robinson demandait aux Congolais de laisser l'espace occupé par M23 pour qu'ils puissent les gérer pendant 5 ans. Et Mwamba a dit, même si on peut négocier pendant 10 ans, on va le faire. Donc, toutes ces guerres ont un objectif, c'est balkaniser le Congo. Mais les drames, c'est quand on vient à Kinshasa, les gens se taisent. Personne n'a le courage de dénoncer. Je voudrais prendre quelques exemples pour étayer, pour soutenir cette balkanisation. Pour ceux qui ont encore la mémoire, en 2002, il y a eu un rapport final du groupe d'experts. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'on a écrit? D'ailleurs, ce qui est frappant, il y avait madame, l'américaine qui était aux Nations Unies, la noire américaine,
Susan Rice, qui était la patronne des Nations Unies, donc, qui représentait l'Amérique aux Nations Unies. Les rapports sont sortis, Susan Rice a contesté. Et ce rapport n'a jamais été endossé par les Nations Unies. On a fait pression par les Américains. Vous comprenez, Susan Rice, ce sont des gens qui travaillent pour les globalistes, les mondialistes, avec Obama. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit par les experts? Ils disent que la plus grande partie du coltan exporté de l'Est de la RDC est extraite sous l'influence directe des superviseurs de l'armée proposés aux activités minières, l'armée rwandaise, proposés aux activités minières et évacués directement par Kigali. Ce ne sont pas des faussetés, ce sont des réalités. Ce sont des experts qui ont trouvé ça comme preuve. 17 ans après, Kigali est le premier producteur, exportateur du coltan. Il n'a pas de mine. Kigali vient d'installer ce qu'on appelle une usine de raffinage de l'or. Kigali ne produit pas de l'or. Ce qui est curieux, les Congolais ne parlent pas. Est-ce qu'une bouche qui mange et qui est pleine peut parler? Et ça pose un problème. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? On voit, on ne parle pas. Par contre, on se plaint. Tout le monde danse, tout le monde boit à Kinshasa. Ce qui n'est pas normal. Un autre élément qu'il faut relever ici, pendant cette période, les rebelles rwandais, tout comme ougandais, ils n'attaquent ni Kigali, ni Kampala. Par contre, ils attaquent notre propre population. Et ils sont là où il y a des mines. C'est eux qui font les affaires avec le Rwanda et l'Ouganda. Et depuis, le nombre d'internes est toujours 5 000. Mais jamais ça diminue. On en a tué. Le Rwanda, depuis 2009, est entré ici avec les opérations. Mais jamais ces groupes armés sont anéantis. Donc il y a un calcul qui est derrière. On vous fait fatiguer. Et comme maintenant personne ne s'intéresse, on dit ok, c'est arrivé, coupons le Congo. L'autre conséquence, selon les groupes armés, dans les rapports, je préfère vous lire parce que généralement on dit qu'on raconte des faussetés. Si vous avez le temps, vous allez vérifier sur Internet, vous avez les rapports des experts qui ont été publiés en 2002. Qu'est-ce que les experts disent? En fait, on est en train de déplacer les populations congolaises. On place les Rwandais. Ce sont des réalités, tout le monde connaît. On ne veut pas parler. Je préfère lire pour que les gens comprennent, pour qu'on ne dise pas qu'on raconte des mensonges. Les experts disent, en 2002, sur base de son analyse de nombreux documents et témoignages oraux, les groupes d'experts estiment que la présence du Rwanda dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Ça sont les experts qui ont écrit. Allez vérifier, vous allez même vous faire une idée. 17 ans après, l'archevêque de Butembo, devant la Senko, il dit la même chose. Il démontre qu'on est en train de chasser le groupe armé chasse nos propres populations. On est installé au Rwanda 17 ans après. Donc le processus de la modernisation est en marche. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas, comment dirais-je, se cacher la face. C'est ça la réalité qu'il faut dire à notre peuple, dire à notre élite, à notre armée. Ce Congo ne mérite pas ça. Ce n'est pas les Rwandais et l'Ouganda, ce sont les capitalistes occidentaux qui sont nombreux à Kigali aujourd'hui. Moi, Ibrahim, Soros, ils ont tenté un coup à Genève avec l'histoire de l'opposition. C'était pour mettre la main sur le Congo, ils ont échoué. Mais ils ont toujours d'autres calculs. Comment arriver à contrôler le Congo? Ils n'ont pas d'autre choix. L'Occident est en faillite sur le plan économique. Et le capitalisme, pour essayer un peu de répartir, il faut faire des pillages par des guerres. Ils n'ont pas d'état d'âme. Hier, j'ai parlé avec un beau frère qui est à Londres, qui m'explique, qui me dit,
Il est étonné de voir que chaque fois il discute avec des jeunes gens européens, donc britanniques, qui viennent souvent ici à travers les ONG. Ces jeunes gens, quand ils retournent, ils achètent des maisons. Ils disent, mais c'est les business, hein? On cherche l'argent. Les naïfs africains, noirs, ils disent, non, non, on nous aime parce qu'on vient nous aider. Vous pensez que quelqu'un peut quitter chez lui là-bas, venir vous aider? Nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons remettre en cause certains paradigmes construits depuis 1885, où on disait qu'on est une race inférieure. Il faut que la race supérieure nous conduise et nous montre la voie. Mais pour encore renforcer ce plan de balkanisation qui est en cours, il y a John Le Carré, que beaucoup de gens ne connaissent pas ici. C'est un ancien flic, donc quelqu'un de renseignement britannique, qui est devenu un romancier. Il a publié un ouvrage en 2006, intitulé, c'est un roman, Les Chants de la Mission. Écoutez un peu ce que John Le Carré écrit. Le plan américain, c'est de consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à la rendre incontournable. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est une annexion en douceur. Et ils comptent sur un coup de main de la CIA. Dernièrement, vous avez vu Rwanda revenir ici, non? Tout le monde est content. On fait les affaires. Mais là où il y a encore des hommes qui ont une dimension géopolitique, le Rwanda veut mettre la main sur les deux provinces du Kivu. Maintenant, vous demandez, on a signé des accords. Le Rwanda atterrit ici. Comme notre compagnie nationale n'est pas efficace, les prix sont réduits. Et le Rwanda prend les gens à Goma. Il y a un aéroport vers le sud, donc au Kivu, donc à Bukavu là. À vous, non? Non, non, oui, quand même c'est au Rwanda. Donc les gens qui peuvent prendre l'avion pour venir à Kinshasa passent par où? Automatiquement, psychologiquement, on vous prépare à accepter cette domination. Mais quand même, on a fait l'université. Comment on ne peut pas comprendre ça? On a signé, tout le monde est content. Non, quand on est intellectuel, on dit la vérité à notre peuple. Que l'histoire ne se répète plus. Donc, la balkanisation est en marche. Personne ne parle. Les politiciens se battent ici pour devenir des ministres, de tel ou tel. Ils oublient l'essentiel. Parce qu'il faut manger. Il faut avoir de voitures, voyager en Europe, dans first class. Donc, on nous a réduits à l'état animal. Ce ne sont pas des humains. Et l'image qu'on donne à l'extérieur, c'est une image où le Congo, il n'y a que des idiots. Et partout où je passe, ça me fait mal. Et tout est fait à ce que l'image du Congo à l'extérieur soit ternie. Regardez actuellement les informations internationales à part Ebola sur le Congo. Il n'y a presque rien. Même si les élections sont bien passées, on veut montrer qu'on est toujours incapable de nous organiser. C'est pour taper sur notre esprit et démontrer aux autres que ce pays-là est trop grand. Ceux qui habitent sont des idiots. Donc il faut les balkaniser. C'est ça le discours qu'on tient. Ah, vous n'êtes pas à la hauteur. Et j'ai vu un jour en Chine, un ami burundais, il me dit non, on va prendre une partie chez vous là-bas. Je les regarde et je commence à rire. Vous êtes combien? Vous venez, ça fait près de 7 millions d'habitants. Il suffit qu'on mette les Kivu là. Hein, la proportion du Kivu. Ni au Rwanda, ni au Burundi, il n'y aura pas de pouvoir. Hein. Il n'y aura pas de pouvoir. Mais comme ils ont des gens derrière, on manipule les élites. Et ils disent non, il faut couper le Congo et ils vont prendre. Parce que nous, on ne sait pas utiliser les espaces qu'on a. Mais ce qui est encore frappant pour comprendre que les plans de balkanisation étaient dans les mains de responsables politiques américains. L'ancien sous-secrétaire d'État américain, Johnny Carson, c'est un noir américain qui venait ici. Il a été invité à Brookings Institution. C'est un think tank démocrate, mais très puissant. En partant là-bas, il a fait une déclaration. Nous allons faire sur la crise du Congo. Comment s'en sortir?
Il a dit on va faire ce qu'on a fait en Yougoslavie et au Soudan. C'est passé comment? La balkanisation. Et cette déclaration a été faite au mois de février 2013. Ceux qui veulent vérifier, aillent sur l'AFP. Vous trouverez la phrase exacte. Donc, ce ne sont pas des choses à hasard, que c'est fait au hasard. Et nous, à Kinshasa, on se chamaille encore pour manger. Et la Senko. Est-ce que les gens ont lu les rapports de la Senko? Donc, ils ont publié le message « Libérez mon peuple » du 21 juin 2019. C'est récent. Que dit la Senko? Tout porte à croire que les plans de déstabilisation, de balkanisation du pays, orchestrés de l'extérieur, avec la complicité de certains de nos compatriotes, se poursuit. Donc, si on ne fait rien, demain, les Kivu partiront. Ce sont les évêques. Ce ne sont pas les politiciens qui parlent. Mais la question, pourquoi les médias se sont tués? Pourquoi les intellectuels congolais se sont tués? Pourquoi les hommes politiques congolais ne parlent pas? Je me pose cette question. Nous pose cette question. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, le président Tshisekedi vient de mettre les troupes à la disposition à Béni. Mais après Béni, il faut aller aussi au Kivu. Il ne faut pas se limiter par là. Mais l'opération militaire ne suffit pas. Ils sont partis. Est-ce que vous avez vu dans la presse qu'on en parle? Est-ce que l'opinion est au courant de ce qui se passe à Béni? Pourquoi notre presse s'est tue? Des choses. D'abord, la peur d'être tué. Le deuxième élément que je voudrais expliquer, les gens qui soutiennent les médias ici, privés tout comme publics, sont ces gens qui étaient à la base de la guerre de la FDL. Ce qu'on appelle les mondialistes. Ces gens se trouvent à Kigali. Donc, quand vous voyez même dans les réseaux sociaux, on ne peut pas rien, c'est pas à l'Est. 5300 interarmes, armés jusqu'aux dents, quittent le nord Kivu jusqu'au sud. On vient donner l'information ici. L'AFP donne l'information. Ni Radio Okapi, ni RFI n'a repris ça. Et j'ai regardé dans les réseaux sociaux avec nos sites, rien du tout. Alors que les gens ont marché à Bukavu, ils ont même les documents devant le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tous ces gens qui travaillent dans la presse, soutenus par les multinationales à travers les ONG, ne peuvent pas parler. Si vous parlez, on coupe. Et on crée des débats de diversion pour détourner l'attention du Congo, des Congolais en régime général. Et ça donne aussi l'image des Congolais qui sont tournés. Comment on peut passer tout le temps dans les réseaux sociaux, avoir de telles informations? C'est là, moi, j'ai dit, chacun de nous qui est dans la salle doit ouvrir un compte Twitter, un compte Facebook, un compte WhatsApp. Parce que quand il y a des informations, vous mettez. Parce que s'il y a des fausses informations qui sont plus nombreuses, même si vous avez des informations qui est vraie, elle est noyée. Donc la technique, c'est quoi? Chacun de nous écrit. Chaque jour, il faut mettre. Comment ça peut équilibrer? Sans ça, on est perdu. Les médias traditionnels ne sont plus encore efficaces. Mobiliser l'opinion. Notre armée est mise à disposition pour neutraliser. Mais il y a un troisième élément qu'il faut faire, c'est la diplomatie. Je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir Trump. Cet homme-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour nous. Ni tu étais Trump aujourd'hui, nous sommes dans le pétrin. Trump est parmi ce qu'on appelle les souverainistes. American First. Allez faire les aventures extérieures, il n'en veut pas. Il dit, mais qui gagne l'Amérique? Voilà pourquoi les globalistes, mondialistes qui étaient avec Obama, qui utilisaient la CIA et Pentagone, n'ont plus de pouvoir. Maintenant, ils utilisent des mercenaires. Et généralement, ils travaillent avec les services de renseignement européens. La CIA n'est plus
avec eux. C'est fini. Trump et d'autres penseurs américains ont compris le bouleversement du monde. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. Ça signifie quoi? Il faut qu'on essaie de réfléchir davantage. Que ceux qui se disent chercheurs produisent la pensée pour sortir le Congo de cette situation, mais aussi comprendre que le Congo, c'est le seul pays qui pourra permettre à l'Afrique de décoller. On a tout ici. Qu'est-ce qu'on manque? Et malheureusement, ceux qui habitent au Congo n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision. On est réduit à avoir une voiture, une femme et une maison. On dit que c'est ça la vie. La vie d'un homme politique, c'est après sa mort. C'est l'histoire qui viendra reconnaître que cet homme politique a fait du bien pour le peuple. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire, les trois éléments. Opération militaire, c'est bon, soutien des médias, aussi c'est un peu du jeu entre globalistes et souverainistes pour que le Congo trouve sa voie, ce qui pourra sauver notre pays. Ne jamais trahir le Congo. Le peuple d'abord. Je vous remercie.